Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 25 milliards de francs CFA, en croissance constante depuis sa création. Tradex vient d'ailleurs de s'offrir un nouveau siège social à Douala, un bâtiment à la hauteur des ambitions de son patron. Voilà, encore un patron ambitieux. Victor Ndiaye, j'aimerais juste avoir votre sentiment sur ce reportage. Nous avons là une belle illustration de la possibilité d'avoir des champions nationaux dans les grands secteurs domestiques. Ici, la distribution pétrolière, avec des managers compétents, innovants et qui ont une véritable vision. Cette compétence est fondamentale, on le voit ici, et on voit que c'est une entreprise publique au départ et qui marche. C'est parce que, quel que soit le type d'entreprise, arriver à mettre en place les bonnes compétences et les laisser travailler donne ces résultats. D'accord. Alors, vous parlez de compétences. Je vais aller un petit peu plus loin et peut-être poser une question polémique, mais est-ce que c'est parce que c'est un privé qui gère que là, ça marche? Oui, absolument, parce que l'État est un mauvais gestionnaire. Ah. Mais ce n'est pas son rôle en même temps. Gérer une entreprise, c'est être dans un champ concurrentiel et être plus performant que les concurrents. L'État a vocation à être au-dessus et à être l'arbitre de cette concurrence. On ne peut pas être l'arbitre et le joueur. Intéressant. En même temps, l'État a souvent un certain nombre de contraintes, notamment politiques, qui fait que la gouvernance ou les nominations dans ces entreprises font rentrer tout un tas de considérations qui n'ont rien à voir avec la performance de la gestion. Donc c'est clair, c'est parce que c'est un privé que ça marche, et je dirais plus loin, un privé que l'État laisse travailler avec une gouvernance qui lui permet de se focaliser sur ses objectifs. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Le rôle de l'État, selon vous, c'est d'être au-dessus de la mêlée. Alors on se demande, en réalité, ce que l'État fait encore en tant qu'actionnaire dans une société comme Tradex. Est-ce que le rôle de l'État, c'est d'être dans la distribution pétrolière, tout simplement? Le rôle de l'État est plus que d'être au-dessus de la mêlée, c'est aussi être celui, quelque part, qui indique la direction globale. Un pays a besoin d'une ambition, d'une vision et de faire en sorte de fédérer toutes les énergies et les compétences d'un pays vers cette direction. Que l'État soit présent dedans ensuite n'est pas indispensable. Elle peut être utile dans certains cas parce qu'elle permet d'avoir un actionnaire fort, justement, qui défend la direction. Par contre, lorsqu'on arrive à avoir un certain nombre de leaders économiques dans le pays qui sont en phase avec la vision, lorsqu'on a une gouvernance et des acteurs privés qui travaillent en complicité avec l'État, l'État n'a pas besoin d'être présent. Une dernière question avant que l'on passe à notre nouveau reportage. Vous vouliez dire un mot de l'école qu'on a vu au tout début de ce reportage? La formation est un des grands défis de l'Afrique. Oui. Et nous sommes aujourd'hui confrontés au défi de transformer totalement notre système éducatif. On a un système éducatif qui ne forme pas suffisamment par rapport aux besoins de nos économies. Et nous devons réorienter et inventer un nouveau système éducatif qui oriente véritablement vers l'emploi. Et cette école montre en partie ce qu'il faut faire. Elle forme pour des formations très ciblées et pour l'emploi, notamment des ingénieurs. L'Afrique a besoin d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs et d'ingénieurs. Là, on forme des ingénieurs. Et ensuite, avec une vraie participation du secteur privé, c'est fondamental aussi pour que le système de formation s'oriente plus vers leurs besoins. Et puis je dirais en prime, en plus que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles, c'est aussi l'avenir de l'Afrique, effectivement, parce qu'on a vu les limites du leadership des hommes. Eh bien, figurez-vous que Réussite est parfaitement d'accord avec vous. L'éducation, c'est primordial. Ce sera même le thème de notre prochaine émission, entièrement dédiée à la formation en Afrique. Je voudrais qu'on parle maintenant d'un autre secteur extrêmement important, celui de l'agriculture. Vous le savez, souvent chez nous, une sécheresse et il faut tout recommencer à zéro. Eh bien, pour éviter de dépendre de chaque aléa climatique, Takaful assure les agriculteurs et les éleveurs. L'entreprise utilise des satellites, pour évaluer les dégâts et fonctionne selon le principe de la finance islamique, c'est-à-dire aucun profit
100% de redistribution. Deux bonnes raisons pour aller les voir au Kenya. Reportage. Dans la corne de l'Afrique, l'agriculture pastorale fait vivre plus de 70 millions de personnes. Dans ces régions arides, ce que les éleveurs redoutent le plus, c'est la sécheresse qui décime leurs troupeaux. Comme il y a 3 ans, en 2011, la région a connu la pire sécheresse de ces 60 dernières années, entraînant la mort du bétail et la première famine du XXIe siècle. Et même lorsque la pluie revient, les éleveurs qui n'ont plus rien doivent repartir de zéro. Pourtant, les conséquences de ce phénomène météo ne sont pas une fatalité. La sécheresse, c'est un risque comme un autre, et un risque, cela s'assure. C'est en tout cas l'avis d'Hassan Bachir, le fondateur des assurances Takaful. Selon lui, l'assurance est tout à fait adaptée aux difficultés que rencontrent les éleveurs du nord du Kenya, parce qu'ils en ont les moyens. Les gens dans ces régions ne sont pas pauvres. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont qu'ils accumulent de la richesse pendant les bonnes années et perdent toute cette richesse les mauvaises années. Ici, la vie dépend de la pluie. S'il ne pleut pas, la richesse de la communauté s'évapore. Voilà pourquoi l'assurance peut aider ces populations. En se couvrant contre le risque de perdre leur cheptel, les agriculteurs reçoivent une indemnisation en cas de catastrophe. Oui, mais problème. Au Kenya, une grande partie de la population est musulmane. Une religion qui interdit l'assurance commerciale car les imams estiment que c'est un jeu de hasard. L'assurance est un service financier. Un service financier sans lequel le business ne peut pas être florissant. Mais vu la part importante de musulmans dans ce pays, il était clair pour moi qu'il fallait un modèle qui prenne en compte ces besoins. Au Kenya, l'assurance pour le bétail se doit d'être en conformité avec la loi islamique. Explication. Dans une assurance traditionnelle, par exemple, un berger qui veut s'assurer va verser une cotisation en échange de son risque. Si un dommage survient, il percevra une indemnisation. Si rien ne se passe, l'assurance garde son argent et fait des bénéfices. Mais ça, le Coran l'interdit. Le système d'assurance islamique, lui, est différent. Il est coopératif. Tous les fermiers qui s'assurent mettent leur cotisation dans une caisse. C'est une mutuelle. Si un dommage survient, l'éleveur sera indemnisé avec l'argent de tous les autres éleveurs. Takaful ne fait pas de bénéfices et ne prélève que des frais de gestion. Une fois les imams rassurés, l'autre difficulté aura été de convaincre les éleveurs. Parce que l'assurance a un coût. Pour un cheptel moyen d'une dizaine de têtes, le prix de l'assurance représente l'équivalent d'une bête. Et pour les éleveurs de la région, un animal, ça n'a pas de prix. Quelle que soit la communauté, un troupeau, c'est une source de fierté. Il arrive souvent que pour un éleveur, quand il a un sac de nourriture, il le donne à ses vaches avant de le donner à sa famille. C'est aussi profond que cela. Et c'est pour ça qu'il est difficile de les convaincre de vendre un animal pour acheter une assurance. Pourtant, ces arguments ont fini par porter leurs fruits lorsque les éleveurs ont compris qu'ils pouvaient être remboursés en cas de perte d'animaux. Pendant la dernière sécheresse, j'ai perdu une partie de mon troupeau. J'ai été remboursée, j'ai même reçu plus que le montant de ma cotisation. Résultat, Takaful a réussi à convaincre 248 éleveurs. Cela représente près de 4000 têtes de bétail assurées. Mais face au développement de son modèle, l'assurance est confrontée à un autre défi. Comment vérifier les pertes des éleveurs afin de les indemniser ? Une vérification individuelle est problématique dans la Corne de l'Afrique. Ce sont des pays en voie de développement. Si vous allez sur le terrain, ce sont des zones totalement déficientes en infrastructures. Et le niveau d'éducation est très bas. Si nous voulions vérifier les pertes d'un agriculteur, ce serait tellement coûteux qu'aucune assurance commerciale ne serait bon marché. La solution est venue de l'espace. Un satellite d'observation de la NASA chargé d'établir une cartographie de l'évolution de la végétation dans le temps. Une mesure appelée NDVI qui permet de visualiser les zones touchées par la sécheresse.
Ici, c'est l'image de tous les comtés du nord du Kenya. Il y en a 11. Vous voyez, pour une année normale, du 1er au 10 mai 2010 par exemple, les images du satellite sont totalement vertes. Mais durant les années de sécheresse, comme en 2011 où il y a eu une sécheresse importante, vous voyez que l'image est devenue marron. Un instrument de mesure tellement précis qu'il permet de déterminer les pertes de bétail à l'échelle d'un village. Sur cette parcelle rouge par exemple, le manque de végétation est signe de sécheresse et donc de mortalité importante. Une collecte de données qui permet à l'assurance de chiffrer la mortalité du cheptel sans même se déplacer. Des satellites à la pointe de la technologie qui viennent au secours d'une activité ancestrale. Pour ces éleveurs, ce modèle d'assurance est un bond en avant extraordinaire. Pour la première fois de leur histoire, ils ne sont plus dépendants des caprices du temps qui, jusque-là, les empêchaient de se développer. Alors moi, ce qui me frappe, Victor Ndiaye, et vous l'avez dit, en fait, pendant que l'on regardait ce reportage, c'est que ici, on a adapté la technologie à la réalité locale. Et c'est ce qui manquait jusqu'à présent à l'Afrique. Exact. Ce reportage montre qu'une des clés de la transformation en cours en Afrique, c'est l'innovation. C'est-à-dire l'utilisation des méthodes et des technologies les plus actuelles pour concevoir des produits et des services véritablement adaptés aux besoins et aux réalités culturelles locales. Ce système d'assurance transforme radicalement la vie de ces éleveurs et notamment en leur donnant un filet de sécurité face à ces sécheresses dont ils subissent les effets dramatiques depuis qu'ils sont nés. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est 2 points finalement. Quand on parle de s'adapter à la réalité, il y a s'adapter à la réalité économique telle qu'elle est. On sait que dans ces zones-là, c'est difficile d'avoir les infrastructures nécessaires pour faire le décompte de ce qui manque au niveau du cheptel, mais aussi s'adapter à la réalité culturelle. D'où cette finance islamique qui est utilisée ici. Effectivement, on se rend compte que l'innovation, c'est 2 choses. C'est l'innovation, je dirais, technologique. Oui. Et ce sont effectivement les images satellitaires qui permettent de mettre en place un système de prévision et de contrôle des sinistres efficace et peu coûteux. Alors je note juste que moi, je vous ai dit, je trouve ça bluffant, ces satellites. Vous m'avez dit, oh, c'est pas si compliqué que ça. Disons que pour des géographes qui travaillent tous les jours sur ces images, ils savent qu'ils peuvent le faire. Oui. Ce qui apporte l'innovation, c'est de mélanger la compétence des assureurs et la compétence des géographes. Oui, c'est les faire cette travailler synergie ensemble, des c'est compétences qui apporte cette fertilisation croisée et l'innovation quasiment toujours vient de là. D'accord. Donc l'innovation, d'un côté, ce sont les nouvelles technologies, mais de l'autre, c'est aussi tout simplement le fait d'utiliser de nouvelles approches, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire qui correspondent et qui répondent aux besoins, en l'occurrence des populations. La finance islamique est une approche qui permet de tenir compte des réalités du terrain. On ne sait pas, on n'a pas à dire est-ce que le terrain est bon ou pas, est-ce que les guides religieux ont raison ou pas, il est comme il est. Et innover, c'est apporter des produits en face qui permettent d'y répondre. Oui. Et on se rend compte que l'Afrique bouge justement parce qu'on sort de ce copier-coller des solutions venues d'ailleurs et que, comme en Inde, on s'approprie les nouvelles technologies et on met en place de nouveaux business models qui permettent de s'adapter aux besoins. De vraiment coller à la réalité. Alors justement, dans votre pays, le Sénégal, il y a, si je ne me trompe pas, 90% de musulmans. Et pourtant, on vient seulement aujourd'hui, tout récemment en tout cas, de mettre en place les premiers soukouks. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont les certificats d'investissement conformes au Coran. Pourquoi est-ce que la finance islamique n'est pas plus exploitée, justement, dans une région comme la vôtre? Elle se développera forcément. Ça fait partie des réponses qui paraissent de plus en plus adaptées aux réalités locales. C'est peut-être parce que le système bancaire était dans une logique beaucoup d'utiliser, j'imagine, des produits et des services venus d'ailleurs et ne se sont pas suffisamment adaptés aux réalités locales. On voit aujourd'hui qu'il y a de nouveaux systèmes, de nouvelles banques, de nouveaux produits qui arrivent et une bancarisation qui explose
avec ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec le mobile banking. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous irons en Côte d'Ivoire et nous nous rendrons également à Madagascar à la rencontre du vrai Batman. Vous allez comprendre, ce sera juste après la pub. Vous êtes toujours sur Canal+. Réussite continue avec notre invité Victor Ndiaye, PDG de Performance, entreprise de conseil en management. C'est un drôle de métier, vous allez voir, qu'a choisi Eric Radzonar. Quand il s'est lancé en 2006, ses amis l'ont pris pour un fou. Sa femme admet que l'activité n'est pas très glamour, mais désormais, l'Europe ainsi qu'une partie de l'Afrique s'arrache son engrais 100% naturel. Direction Madagascar, sur les traces du PDG de Guanomad, alias Batman. Sur les hauteurs de la capitale malgache, à Antananarivo, sa maison est l'une des plus belles du quartier. À Madagascar, Eric Radzonar est le symbole d'une réussite fulgurante. En l'espace de 5 ans, il est devenu millionnaire en dollars. Je vais dire un peu bonjour à mon personnel. Eric Radzonar est surnommé Batman, l'homme chauve-souris, et pour cause. Sa fortune, il la doit à ces mammifères volants qui pullulent sur l'île. Au départ, c'est sur les marchés qu'il a commencé à vendre sa production, un engrais bio un peu particulier. Quand on présentait le produit, pour exciter un peu les gens, pour les orienter vers nous, on leur disait, voilà, c'est du caca de chauve-souris qu'on utilise comme caca de chauve-souris. C'est vrai que ça étonnait pas mal de gens. Alors les gens pensent, mais ça doit puer, ils se posaient des questions. Alors, par curiosité, beaucoup de gens l'achetaient, etc. Enfin voilà, ça se faisait comme ça. Rien ne prédestinait Eric Radzonar à se lancer dans le guano, un engrais à base d'excréments de chauve-souris. Un pari un peu fou, d'autant qu'il est expert comptable de formation. Tout a commencé par hasard au cours d'une discussion entre amis. Je connaissais moi-même rien sur le guano, je n'avais aucune connaissance dans l'agronomie, dans l'agriculture, et on m'a parlé de ça, en disant qu'il y a un potentiel important à Madagascar, qu'il y a de la fiente de chauve-souris qu'on peut utiliser comme engrais. Et à ma grande surprise, je suis arrivé, j'ai visité une grotte, j'étais surpris, il y avait 3000, 4000 tonnes de guano qui restaient là, et que les Malgaches n'ont jamais extrait. Personne ne pensait qu'on pouvait faire de la fertilisation avec. Eric Radzonar prend très vite conscience de l'énorme potentiel qui s'offre à lui. Il décide alors de vider son compte en banque et de se lancer dans l'aventure avec toutes ses économies. Mais du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber. J'ai dit, ça y est, j'ai combien d'économies? J'ai dit, avec 100 000 euros, j'avais à peu près encore 80 000, 100 000 euros. J'ai dit, je vais foncer là-dessus. Et après, bien évidemment, j'ai appelé également les banques locales pour m'aider, pour démarrer mon financement. J'ai démarré autour de 200 000 euros le début de mon activité. 10 ans plus tard, Eric Radzonar est à la tête d'une entreprise, Guanomad, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 650 millions de francs CFA. Chaque année, il produit un peu plus de 13 000 tonnes de guano de chauve-souris, un engrais biologique qu'il exporte à travers le monde et notamment vers l'Europe. Notre capacité est donc de 10 tonnes par jour en moyenne. Et si on fait par heure, ça fait une tonne par heure. Les principaux sites de production de guano se trouvent dans le sud de Madagascar, à l'intérieur de grottes dont certaines sont très difficilement accessibles. La matière première, ce sont des fientes de chauve-souris qui se sont fossilisées. Une des qualités de cet engrais 100% bio provient du subtil mélange entre l'acidité des excréments et le sol calcaire. Au fil des années, la minéralisation forme le guano. Parfois à 15-20 mètres sous terre, comme des mineurs de fond, les ouvriers de Guanomad sont à la recherche du bon filon qu'ils vont extraire à la main. Des grottes comme celle-ci, il y en a des centaines à Madagascar. Eric Radzonar a eu la bonne idée d'acheter très vite des concessions qui lui permettent d'exploiter du guano dans 120 grottes pendant 15 ans. Au total, Eric Radzonar fait travailler un peu plus de 600 mineurs dans les grottes de chauve-souris. Mais son activité va bien au-delà de ces sites de production.
car il aide également les agriculteurs de la région d'une manière originale. On aime bien travailler avec Guanomad parce qu'il nous donne de l'engrais à crédit. Car on n'a pas d'argent pour payer tout de suite. Et puis on les rembourse quand on a vendu nos légumes. Ça marche comme ça avec eux. C'est l'une des principales forces de Guanomad. Le produit est naturel, 100% bio et africain. Après avoir conquis l'Europe, c'est justement sur le continent qu'Eric Radzonar veut maintenant se développer. Comme vous le savez, on était avec toi à Nairobi, au Kenya. D'une manière générale, tout s'est bien passé. On a eu énormément de visites dans les stands, énormément de visites. Et les gens sont très, très intéressés par l'engrais bio. Ça, je vous le dis, il n'y a vraiment pas d'engrais bio au Kenya, pratiquement pas. Et je vous dis qu'on a eu des visites, une demande mais incroyable. Un patron heureux dont la réussite professionnelle lui a valu l'année dernière une reconnaissance internationale avec l'Africa Awards Entrepreneurship. Mais je pense que j'ai gagné un peu ce prix, je ne vous cache pas, pour les 2 ou 3 raisons que je pense. C'est d'une part, c'est innovateur comme produit, c'est bio, c'est l'environnement, c'est l'avenir, c'est le développement durable. J'adore être le leader, j'aime bien foncer, j'aime bien toujours créer, avoir une initiative, toujours créer une richesse. Et surtout quand c'est une richesse nationale, pour moi c'est vraiment une fierté, c'est une réussite, non pas que pour moi, mais pour Madagascar. Eric Radzonar a de bonnes raisons d'être optimiste. Le guano qu'il récolte est déjà distribué dans 250 points de vente à travers le pays. 40% de sa production est destinée au marché local et le reste à l'international. Les réserves de guano à Madagascar sont estimées à plus de 400 000 tonnes et il espère assez logiquement pouvoir doubler ses ventes d'ici à l'an prochain. Le patron de Guanomad qui se décrit lui-même comme un fonceur.